Alors, on commence cette deuxième grande partie de l'émission Smart Tech avec le rendez-vous avec le monde de la donnée et Carole Chartier-Djelabia. Merci, je l'ai mal dit, désolée. Juriste, membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée, qui m'a rejointe en plateau. Bonjour Carole. Aujourd'hui, vous souhaitiez donc aborder cet impact climatique du numérique. C'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Est-ce qu'on peut parler d'une prise de conscience un peu tardive, peut-être, en matière d'écologie numérique ? Écoutez, vraisemblablement oui, puisque en 2018, c'est 3/4 des Français qui n'avaient jamais entendu parler de la pollution numérique. Donc je ne sais pas si le chiffre a évolué depuis. C'est vrai que ces dernières années, on en entend quand même un petit peu plus parler. Mais il n'empêche qu'à mon sens, ce qui reste peut-être assez méconnu, c'est l'ampleur du phénomène. Pour citer quelques chiffres, le numérique serait à l'origine de plus de 4% de la consommation mondiale d'énergie et 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, le numérique peut aussi apporter des solutions. Tout n'est pas noir dans le tableau. Oui, il peut, dans certains cas de figure, mais quelque part, quand même, il y a un paradoxe, puisqu'on nous a vendu le numérique comme étant la solution aux problèmes environnementaux. Donc, c'est vrai qu'en une certaine mesure, ça peut y contribuer. Oui, avec l'exemple du zéro papier qui sauverait des arbres, par exemple. Par exemple. Bon, mais un mythe, ça, c'est certain. Voilà, par exemple, quand on regarde l'empreinte écologique d'une liseuse, par exemple, voilà, c'est pas si net que ça. Et c'est vrai que ce passage au tout numérique, il a nécessité surtout un recours massif aux données. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque de l'émergence du big data, on disait que les données étaient le nouvel or noir. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est un peu revenu de cette comparaison, mais en tout cas, ce que l'on peut dire, je pense, c'est qu'à l'instar du pétrole, les données sont quand même un générateur de pollution. Est-ce qu'on peut justement préciser quels sont les facteurs majeurs, les plus grands facteurs de cette pollution numérique que vous dénoncez ? Alors, je vais essayer de faire un tour d'horizon rapide parce qu'il y a quand même... Il y a quand même beaucoup à dire sur la question. En fait, tout d'abord, je pense que le postulat, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le recours massif aux données. L'année dernière, le volume de données a atteint un record puisqu'il s'est élevé à un peu plus de 64 000 milliards d'octets, pardon. C'est tellement considérable. C'est tellement énorme. J'arrive pas à me représenter ce que ça donne. Et c'est vraiment une croissance vertigineuse, c'est-à-dire que ça augmente énormément chaque année. Et donc ces données, il faut les stocker, bien entendu. Donc on a recours au fameux cloud, qui en fait, donc on emploie un terme très poétique. Le cloud, on a l'impression que voilà, que c'est impalpable, c'est du vent. En réalité, c'est stocké, ces données sont stockées dans des serveurs qui sont de plus en plus colossaux. Pour donner un exemple, le plus important d'entre eux aujourd'hui se situe au sud de Pékin, en Chine, et je crois qu'il représente l'équivalent en surface de plus de 100 terrains de foot. Donc c'est quand même assez colossal. Ils fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont énormément gourmands en énergie. Il faut de l'énergie pour les faire tourner, de l'énergie pour les refroidir aussi, parce qu'il y a un risque de surchauffe. Donc ils sont énormément gourmands en eau. Je crois que par exemple, les 800 data centers en Californie, leurs besoins en eau représentent l'équivalent de 158 piscines olympiques par an. Donc ça fait quand même une quantité assez massive. Après, il y a nos interfaces, nos smartphones, etc. Aujourd'hui, dans le monde, il se vend 50 smartphones par seconde. Et il y a une empreinte quand même assez considérable au niveau de leur production, d'une part, parce qu'il faut 70 matériaux différents dans un téléphone. Je crois qu'il y a une 50aine de métaux, dont certains métaux rares, avec une extraction qui est énormément polluante. Le problème également du renouvellement, soit l'obsolescence programmée, soit du fait de l'évolution des technologies. C'est vrai qu'on change très, très souvent de portable. Et puis le recyclage qui est quand même qui reste beaucoup trop résiduel à l'heure actuelle. Ensuite, il y a aussi les usages que l'on fait d'Internet. Il faut savoir qu'envoyer un mail, faire une recherche sur un moteur de recherche, avoir recours au streaming, la vidéo en direct, c'est extrêmement générateur de CO2. Donc tout ça fait que... Notre propre stockage numérique aussi ?
Exactement. Et on a l'impression que tout ça est totalement immatériel, qu'Internet est immatériel. Pourtant, la toile, elle est bel et bien réelle. Il y a des câbles sous-marins qui représentent plusieurs millions de kilomètres sous les océans. On a les antennes relais, on a les box Internet dans chaque foyer. Donc en fait, là où on pense qu'on est face à quelque chose de totalement immatériel, en fait, c'est bien réel. Et l'empreinte du numérique sur l'écologie, elle est aussi bel et bien réelle. Bon, alors quelques pistes quand même pour lutter contre cette pollution numérique, pour penser à un numérique peut-être différent. C'est vrai qu'il y a des engagements déjà climat qui sont pris par les grands acteurs des data centers notamment. D'autres pistes très rapidement. Eh bien, moi, je pense que la première piste, déjà, c'est la prise de conscience. Donc, il faut en parler et que ensuite chacun fasse déjà des petits gestes au quotidien, parce que ça, c'est à la portée de tous. Vous pouvez aller visiter des sites comme l'ADEME, Greenpeace, etc. On vous donnera pléthore de petits gestes que vous pouvez mettre en place tous les jours. Il y a des initiatives, comme vous disiez, soit à titre privé pour augmenter, améliorer et aller vers des technologies plus vertes, plus durables, plus éco-responsables. Mais ça passe aussi, je pense, par les pouvoirs publics. D'ailleurs, il y a actuellement une proposition de loi en France, qui est la loi RREN, qui a été votée le 10 juin dernier. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens et que c'est plutôt une bonne nouvelle à suivre. Merci beaucoup, Carole Chartier Delabia, pour cette prise de conscience qui est nécessaire, effectivement. Et c'est un sujet qu'on traitera dans Smartech dans un talk très bientôt. Je rappelle que vous êtes juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. À suivre dans Smartech, c'est notre séquence. Et demain, on va parler de l'accès à l'eau potable.